Bonjour, vous allez bien? Bon, parfait. Très bien. Eh bien, écoutez, je suis très heureux d'être là parmi vous aujourd'hui pour cette table ronde Entreprendre à tout âge. On est ensemble pendant 1 heure et je me présente, je suis Damien Douany, je suis expert digital, je suis entrepreneur, je suis journaliste et j'ai le plaisir, vraiment le vrai plaisir d'animer, de donner la parole à ces personnes. Elles vont dire plein de choses hyper intéressantes sur le sujet justement de l'entreprise à tout âge. Et je vais vous donner 2-3 petits chiffres. Excusez-moi, je me bats avec les câbles, c'est compliqué. Alors, ce qui est intéressant, si on regarde un tout petit peu 2-3 chiffres du marché, on voit qu'il y a 30% des entreprises qui aujourd'hui sont créées par des femmes, 40% des startups créées par des femmes. Je fais une distinction entre startup et entreprise au sens plus large. Sachant qu'en France, seuls 2%, 2,2 très précisément, des fonds levés le sont par des startups dirigées par des femmes. On en parlera justement de cette question de lever des fonds. Et alors, ce qui est assez intéressant aussi, c'est la question de l'âge. Donc, justement, au-delà des moyens, la question de l'âge. Alors, de ce que j'en vois, de ce que j'en ai lu, de ce que j'ai entendu, ça peut être des fois un frein justement pour les investisseurs, lié donc justement à ce chiffre très bas de levée de fonds. Alors. C'est Paul Graham, qui est le cofondateur de l'incubateur Y Combinator, Y Combinator, qui dit ça. Il dit pour lui, la moyenne d'âge, pas pour lui, mais pour ce qu'il en a ressenti et vu, la moyenne d'âge dans la tête des VC du bon investisseur, de la bonne personne sur qui miser, c'est 32 ans. Et quand on regarde dans le détail, c'est faux, bien entendu. Et je vais vous poser une petite question. Je vais d'ailleurs commencer à poser une question à la salle. D'après vous, quelle est la moyenne d'âge des fondateurs et fondatrices à succès aux États-Unis, dans les startups, dans les entreprises technologiques? À quels âges, on va dire, elles ont fondé une boîte qui a fonctionné, qui a bien marché? Oui. Ah, vous avez regardé, vous avez lu mes chiffres, vous avez lu mes notes. Alors effectivement, on aurait pu dire 42, ça aurait fait un clin d'œil à l'endroit où nous sommes aujourd'hui. Et c'est pas loin, justement, c'est pas 50, c'est 45. Effectivement, on réussit à 45 ans. Voilà. Ça veut pas dire qu'on n'a pas fait plein d'autres choses avant, justement, et mes invités ici vont en témoigner. Mais justement, on réussit à 45 ans parce qu'on a de l'expérience. Et si on regarde après les moyennes d'âge, ça c'est des chiffres officiels de la France, la moyenne d'âge des créateurs d'entreprises, c'est 39 ans. Donc par conséquent, on peut vraiment entreprendre à tout âge. C'est ce que je retiens déjà de ces premiers éléments. Et justement, il y a une place aussi à prendre pour les femmes, parce que comme vous l'avez compris par les chiffres, c'est pas forcément celles qui sont les plus représentées aujourd'hui. Donc il y a plein de choses à faire. Et donc j'ai 4 invités qui vont se présenter. Je vais les laisser se présenter les unes après les autres. Elles vont nous expliquer en quelques mots ce qu'elles ont fait. Et puis vous le voyez, j'ai devant moi une sorte de cube un peu bizarre. Pour ceux qui étaient là un peu avant, ils savent de quoi il s'agit. Pour les autres, je vais leur expliquer. C'est un micro. Ça n'a pas l'air comme ça, mais si. Alors je vais vous le lancer tout à l'heure, je vous rassure, il est en mousse, il fait pas mal. Et l'idée, c'est de vous donner un maximum la parole. Voilà, de faire en sorte qu'il y ait un maximum d'échanges et de conversations. Donc elles vont se présenter, on va parler ensemble un tout petit peu, expliquer un peu leur parcours, tout ça. Et puis très rapidement, on va échanger, vous allez pouvoir poser des questions si vous avez envie d'en poser. Et puis voilà, on en sera arrivé au bout de cette heure ensemble. Ça vous va ? Allez, on y va, on est parti comme ça. Ah bon, on va commencer juste sur ma droite. Je vais commencer avec Maxine. Bonjour Maxine. Bonjour. Alors, même question aux différentes personnes à ta droite. Est-ce qu'il est possible de se présenter en quelques mots et d'expliquer un tout petit peu en quelques mots entreprendre à tout âge? Oui. Alors, moi, c'est Maxine Roper. Je suis cofondatrice d'une société qui s'appelle Connecting Food, qui est une plateforme de traçabilité alimentaire qui permet de regarder d'où vient l'alimentation, comment il a été produit, combien a été rémunéré les producteurs sur tout un tas de différents produits alimentaires, que ce soit le café, les céréales, enfin voilà, tout ce qu'on veut, parce que tout est fabriqué à partir de l'alimentation née dans les fermes et avant d'arriver au magasin, bien sûr. Donc, j'ai créé ça en 2016, donc ça fait 4 ans presque. Et avant ça, je viens de l'agroalimentaire. Donc, du coup, avant ça, j'ai travaillé chez Nestlé en Angleterre et en France, chez Mars en Angleterre et en France, Sara Lee, qui est une boîte américaine, mais en France, et Bonne Maman Andros, voilà. J'étais directrice marketing, j'étais commerciale dans toutes ces boîtes-là. Et j'avais fait une première expérience entrepreneuriale en 2009, qui était donc quelque chose de totalement différent, qui était l'énergie renouvelable, donc dans le photovoltaïque. Pendant quelques années. Après, le marché s'est retourné, donc ça, c'est pas toujours facile. Et maintenant, j'ai créé Connecting Food. Voilà.
Donc un parcours entre dans l'entreprise, une première incursion dans l'entrepreneuriat en 2009, retour en entreprise chez Andros, ça devait être. Voilà, retour dans une société qui s'appelle Avril, qui est dans le monde des filières. Et à nouveau, après aujourd'hui, on en reparlera après, Connecting Food avec de la blockchain. Très bien. Juste à droite, Dominique Crochu. Bonjour à toutes et à tous. Je crois qu'il n'y a que des garçons. Alors moi, je suis un peu déçue parce que c'est de 7 à 77 ans et moi, je n'ai que 68 ans. Donc, j'ai encore 9 ans pour faire plein de choses. Donc, c'est assez formidable. Alors, plus sérieusement, je suis cofondatrice de Mixity. Donc, c'est une start-up qui veut mesurer... c'est une solution digitale qui va mesurer la diversité et l'inclusion des entreprises, parce qu'on est persuadé qu'on ne peut pas avancer sur des sujets si on ne les mesure pas. Donc l'idée nous est venue, je dirais, à force d'observer que les gens disaient aussi, si, moi je fais de la diversité dans mon entreprise, et en fait quand on demande combien, comment, pourquoi, il n'y a pas vraiment de réponse. Donc on s'est dit, ça n'existe pas, on va le faire. Alors, un peu avant, ça c'était il y a un an, un peu avant, j'étais associée pour Digitali, qui est une entreprise aussi de conseil en mixité et en numérique. Mais alors, beaucoup plus avant, moi j'ai fait une longue carrière dans le sport, j'ai travaillé dans le sport à la Fédération française de football. J'ai été la première femme directrice en 2002 sur le digital. Alors, à la fois être la première femme directrice et sur le sujet de l'Internet, parce qu'on disait Internet et Web à l'époque, c'était déjà un double challenge. Femme digitale dans la Fédération française de foot, c'est sport, justement. Oui, c'était sport, mais justement, en plus, c'est toujours très intéressant de penser, on en reparlera sûrement, mais pourquoi on fait les choses et pourquoi on y va ou pourquoi on n'y va pas. Et je pense qu'il y a quand même un mot que j'ai envie de vous dire, on en parlait tout à l'heure. Quand on parle d'entreprendre à tout âge, je pense que déjà, il faudrait entreprendre déjà sa propre vie. Je pense que ça, c'est beaucoup plus important que le travail lui-même, au sens, on en parlera, parce qu'il faut toujours beaucoup travailler pour réussir, il n'y a pas de souci. Mais puis, il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais déjà, si on se dit comment je vais faire ma vie, je pense que ça a déjà beaucoup de sens, déjà. Voilà, vous aviez la phrase à tweeter, si vous avez. Ça me permet donc de vous glisser le hashtag la tech pour toutes, si jamais vous avez envie. Voilà, vous pouvez citer Dominique. Alors, juste après Dominique, j'ai une troisième personne, c'est Magali. Magali Simon, bonjour. Bonjour, donc effectivement, je suis Magali. J'ai 50 ans, j'ai 3 enfants, donc j'ai une vie à côté de ma vie professionnelle qui est plutôt assez active. Ce matin, j'assistais à une conférence sur le management en entreprise qui était passionnante et où un intervenant disait « Aujourd'hui, dans les grandes entreprises, on demande aux gens de faire mieux avec moins, en travaillant plus et en étant heureux au travail. » Et c'est exactement pour ça que j'ai arrêté, en fait. Il y a 3 ans, je me suis dit, où je continue et je deviens vraiment dingue. J'étais dirigeante dans le secteur de l'assurance, donc j'avais une grosse BU avec un gros périmètre, et c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'on passait sa journée à subir des injonctions paradoxales ou des doubles contraintes. Et donc, il y a presque 3 ans maintenant, j'ai dit, il va falloir que je trouve autre chose, parce qu'il nous reste plein de temps à travailler encore et que autant que je m'amuse. Donc, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Lily Facilite la Vie. Alors, je dis une entreprise parce que, normalement, la définition de start-up, c'est d'avoir créé une entreprise qui a un potentiel de développement exponentiel. Normalement, c'est ça la définition. On pourra en discuter, mais ça ferait une autre conférence. Donc, moi, j'ai créé une entreprise. Elle s'appelle Lily Facilite la Vie. Et en fait, l'idée, c'est de dire que, justement, la charge mentale et la gestion de la vie privée, de la vie perso, avec une vie pro, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est fondamental que les femmes soient présentes dans l'entreprise. Et donc, nous, on a créé une plateforme pour aider tout le monde, mais on pense beaucoup aux femmes à gérer leur vie perso. Et ce sont les employeurs qui financent l'accès à la plateforme parce que de plus en plus d'entreprises considèrent que faciliter la vie de leurs collaborateurs et de leurs collaboratrices, ça fait sens pour eux. Et donc, la plateforme a ouvert il y a 18 mois et aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps. Mais avec une qualité d'efficacité que j'avais complètement perdue dans une grande entreprise. Et juste à côté, Dominique disait de 7 à 77 ans. Alors non, là, c'est pas 7 ans, mais elle a commencé très jeune. C'est Philippine Dolbeau, bonjour. Bonjour. Non, j'ai pas 7 ans, j'en ai 20. Et j'ai commencé à 15. Oh là là, il y a un bail. Non, j'ai commencé à 15 ans. En fait, j'avais des cours d'économie dans lesquels il fallait que je monte une mini-entreprise fictive au lycée, là, dans les Yvelines.
Et donc j'ai monté ma start-up fictive avec ma prof d'économie. Et puis il se trouve que par un concours de circonstances assez inexplicable et assez incroyable, j'ai fait de cette entreprise fictive une vraie entreprise. Alors c'était compliqué parce que quand vous êtes une jeune fille, vous sortez de filière littéraire, vous faites encore vos études et vous n'avez pas de financement, monter votre boîte, c'est pire que Koh-Lanta. Mais bon, je l'ai fait. Et puis en plus, être mineur, ça apporte pas de l'immunité. J'ai oublié ce détail-là. Non, ça apporte pas l'immunité. Bravo, elle était pas mal. Merci. Et donc c'était assez compliqué, mais ça s'est fait en fait pas naturellement, mais il a fallu se battre contre plusieurs stéréotypes, dont effectivement la jeunesse et le fait d'être une femme. Et puis j'ai développé cette entreprise pendant 5 ans qui s'appelait New School. C'était un système de gestion de l'appel et plus largement la sécurité des enfants dans les écoles. On donnait des porte-clés connectés à des enfants. Et en fait, c'était suite aux attentats de 2015. Où l'école en face de chez moi et près de chez moi il y a aussi une synagogue, et les deux en fait étaient ciblés par des attaques terroristes juste après les attentats du Bataclan. Et en fait l'école cherchait un moyen pour faire l'appel dans tout l'établissement de manière très rapide et ensuite d'envoyer toutes les données aux forces de l'ordre et aux pompiers. Et ça n'existait pas et ça n'existe toujours pas. On est la seule solution à pouvoir le faire aujourd'hui. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée et c'est ce qui a été développé. Et New School a été racheté par une autre entreprise qui s'appelle Classroom, qui est une start-up française, en août l'année dernière. Et depuis ce moment-là, je travaille chez Classroom en tant que leur vice-présidente et j'en suis ravie. Parfait, voilà. Très bien. Alors justement, vous avez déjà commencé un peu à répondre à ces questions toutes, mais finalement, l'envie, alors on a eu quelques éléments du genre, mais pourquoi est-ce que j'y suis allé ? La question, quand même, je peux vous la poser, c'est pourquoi vous y êtes allé, pourquoi vous êtes jeté à l'eau ? Alors là, c'était des cours d'économie pour Philippines. J'étais obligée. C'est ça. Donc pour Magali, c'était ras-le-bol, c'est ça ? L'envie de véritablement se dire, plutôt que 800 personnes dans une BU, autant avoir ma petite société et pouvoir gérer, c'est ça ? Et ensuite, donc, on a Dominique qui, elle... Alors, pourquoi Dominique, effectivement, alors qu'on pourrait se dire, c'est bien, finalement, l'envie d'entreprendre, c'est super, mais j'étais bien à la Fédération française, puis j'ai voulu... Est-ce que c'était l'envie de rejoindre, comme on dit actuellement, de donner du sens, peut-être, à une démarche ? Non, parce que pour moi, ça avait beaucoup de sens de travailler dans le football, parce que c'est quand même un univers assez extraordinaire, et ce qu'on peut faire avec les enfants, les éducateurs, enfin, on a quand même... pour moi, le sport a toujours un véritable rôle social. Donc, non, j'avais beaucoup de sens dans ce que je faisais. C'est simplement que, il y a un moment, on se dit que... Alors, ça, il y a ce mot terrifiant qui s'appelle la retraite, parce que le mot quand même retraite, c'est vous reculer quand même. Hein. Je pense qu'il faudrait trouver... Enfin, au niveau de la sémantique, ça dit tout, quoi, hein, quand même. Hein. Et pourquoi, en fait, il y a cette espèce d'appréhension des gens, souvent, sur la retraite, c'est que en gros, d'ailleurs, moi, je l'ai vécu. Quand vous posez, j'étais très investie, très passionnée. Et quand vous dites aux gens, vous êtes en retraite, oh, mais qu'est-ce que tu fais ? Vraiment, tout à coup, on a l'impression que vous n'existez plus. Vous n'êtes plus quelqu'un qui est dans le move, quoi, dans l'action. Et en fait, non, moi, c'est pas du tout par manque de sens, parce que donc j'ai pris ma décision d'arrêter parce que je trouvais que j'avais passé beaucoup de temps et puis que ce qui se passait ne m'intéressait pas forcément ce qui allait se passer au niveau de la gouvernance. Donc, j'ai fait le choix de partir. Mais en fait, ce qui est le plus important, en fait, c'est l'envie et les rencontres, en fait. Moi, je crois qu'on est aussi énormément déterminé par les rencontres qu'on peut faire. Je veux dire, on n'est jamais tout seul, quoi. Enfin, tout ce qu'on fait, qu'on soit dans une école, qu'on soit dans un travail, dans un groupe de sport, on est avec des gens. Et je pense que c'est la rencontre des gens. Peut-être que moi, j'ai le vrai goût des autres. Et je pense que c'est des gens qui me donnent envie. Et peut-être que j'apporte aussi une énergie qui fait envie qu'on s'associe ou qu'on puisse confonder quelque chose. Mais je pense que l'envie, c'est plus fort que tout. Maxine, pareil, même principe, dans une grande entreprise, déjà un premier crochet. En plus, il y a un échec. Oui. Du haut marché ou autre, mais voilà, ça n'a pas marché. Beaucoup en France diraient, c'est bon, je vais rester au chaud, je vais être tranquille. Et finalement, on y retourne. Oui, pourquoi ? Tout à fait. Je pense que déjà, la première fois, c'était une raison assez bizarre de créer une entreprise. C'était parce que, en fait, je pense que quand j'avais quel âge, je sais pas, l'âge où on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard, et j'avais décidé, c'était quand le marketing était absolument le métier qu'il fallait faire.
Donc, je voulais être directrice marketing. Voilà, il y a tout un chemin tracé, il y a des grands groupes où il faut aller, c'est les meilleurs, les machins, assez compétitifs. Donc, j'avais envie de faire ça, je l'ai fait. Enfin, je l'ai fait mécaniquement, ça s'est bien passé. Et après, au bout d'un moment, là, on est directrice marketing. J'étais dans le Lot et mon vieille idée de l'âge de 18 ans, tiens, j'y suis. Et puis j'avais juste aucune idée quoi faire d'autre après. Enfin, c'est bizarre, mais également c'est un peu une quête de sens aussi. Je pense que je venais d'avoir j'ai 3 enfants, je venais avoir le 3e enfant, et on se dit tiens. 6 mois de congé maternité, on peut réfléchir. Ça laisse du temps pour réfléchir. Voilà, exactement. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire quelque chose de totalement différent. Énergie renouvelable, panneaux solaires, c'était le Grenelle de l'environnement, enfin, c'est la planète et tout. Donc, du coup, j'ai créé cette boîte. De rien du tout, ne sachant absolument rien sur tout ça. Donc, il fallait tout apprendre très vite. Il s'avère que les concurrents sont... assez gros, voilà. Donc qui viennent de Chine ou qui viennent d'Allemagne. Et ça s'est bien passé pendant quelques années, mais au bout d'un moment, il y avait retournement du marché, crise totale. Donc décision de dire est-ce que je continue et je perds beaucoup d'argent potentiellement, ou je retourne dans le monde du travail. Donc, quand on se retourne dans le monde du travail, on retourne là où on était avant. Donc, du coup, on appelle tout le réseau, bing, bing, bing. Après, on retrouve un boulot. Je suis revenue dans le boulot. Mais le problème, c'est que quand on fait ça, je pense, ça manque un peu. C'est-à-dire que moi, je suis revenue dans le chemin de là où j'étais avant, où je me posais des questions. Et voilà, c'est pas possible. Quoi, donc, ça manque de saveur d'un seul coup? Voilà, c'est juste, là, je suis en train de faire le même truc que ce que j'ai déjà fait il y a quelques années. Et pour moi, le travail, c'est quand même quelques heures par jour. Il vaut mieux aimer bien ça. Donc, du coup, et là, je me suis dit, je travaillais avec quelqu'un aussi dans mon travail et qui se posait les mêmes questions aussi. Et on s'est dit, il y a un énorme potentiel. Et on a proposé à la société quelque chose d'entrepreneuriat. Mais ça fait très peur aux boîtes. C'est l'investissement. Là, ça fait très, très peur aux grands groupes. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, on sort et on le crée. Donc, voilà. Alors, justement, est-ce qu'on peut se lancer seul? Ou est-ce qu'il vaut mieux se lancer? Il vaut mieux. Est-ce que ça peut être bien de se lancer à 2, peut-être, avec quelqu'un qu'on connaît, avec un associé? C'est une question que je vous pose à toutes les 4. Vous y êtes allé toute seule? Ou est-ce que vous avez quand même quelqu'un avec qui vous vous êtes dit, allez, on se lance tous les 2? Est-ce que ça peut aider? Est-ce que ça peut rassurer? Magali? Moi, je suis partie avec une associée et qui a changé d'avis au bout de 10 mois. Donc là, peut-être je serais partie seule. Mais non, mais c'est pas vrai. Je pense qu'il vaut mieux partir avec quelqu'un. Il faut se dire qu'une association, c'est vraiment un engagement fort. Que heureusement, on avait un bon contrat, donc ça permet d'avoir une négo correcte. Et qu'une fois que le contrat est posé, le fait de ne pas être seul, ça challenge quand même. C'est-à-dire que l'inconvénient, moi, ce que j'ai perdu en étant entrepreneur, c'est qu'avant, je travaillais avec beaucoup de gens et que là, il y a des fois, si je ne me mets pas un coup de pied aux fesses, je peux passer plusieurs jours à travailler sur des dossiers en interne. Et quand il n'y a personne pour challenger, on finit par avoir raison, mais toute seule. Donc ça, c'est pas forcément très malin. Donc, et je pense que prendre un peu de temps pour trouver quelqu'un avec qui partir, hein, ça fait du sens. Et puis ça permet de creuser son projet aussi et de l'approfondir. Oui, puis ça permet de réfléchir aussi ou de confronter les idées. Pareil pour vous toutes, est-ce que Philippine, partie toute seule enfin, l'idée de base, c'était effectivement une idée qui est venue en cours, on va dire. Ouais. Et par la suite, est-ce que ce ressenti de se sentir un peu seul, c'est avéré? C'est clair. En fait, quand j'étais encore en cours, on était 3 sur ce projet-là. Et avant même la fin du cours, mes 2 camarades sont partis parce qu'elles allaient toutes en filière scientifique et elles m'avaient fait comprendre que moi j'allais en filière littéraire et que j'allais finir alcoolique et écrivaine et que donc ça n'avait aucun intérêt ça les intéressait pas. Et puis quelques années plus tard, elles ont demandé à revenir. J'ai dit non, c'est pas la peine. Mais cela dit, c'est très compliqué parce que du coup j'étais toute seule. Alors j'étais beaucoup aidée par mes parents, notamment par le fait que j'étais mineure à l'époque et que j'avais... Quand vous créez une boîte, quand vous êtes mineur, vous avez besoin d'avoir vos 2 représentants légaux dans la boîte. Donc, dans mon cas, c'était mes parents. Et ils sont adorables, donc ça ne me posait pas de problème. Mais
Du coup, c'était un peu mon équipe. Et d'un autre côté, travailler en famille, c'est pas toujours facile. Mais sinon, j'ai été, à part mes parents, j'ai été assez seule. Et là, chez Classroom, on est une vingtaine. Et c'est incroyable parce qu'effectivement, quand on a un sujet, là, en ce moment, on fait une application. Classroom, c'est une application de communication entre les parents et les profs. C'est le Facebook des écoles primaires, en fait. Et là, avec la crise du coronavirus, on a une montée d'utilisateurs absolument incroyable, des crises à gérer. On ne sait pas comment la gérer. Et donc, aujourd'hui, on a passé notre journée avec les 20 salariés de l'entreprise. Et je trouve ça génial parce que moi, si j'avais dû le vivre seul, peut-être que j'aurais pris les mauvaises décisions. Et puis, je trouve que c'est important aussi d'avoir dans son équipe des gens qui viennent de plein d'horizons différents. Chez nous, chez Classroom, on a des anciens profs, des anciens directeurs d'établissement, des ingénieurs, des experts de l'éducation. Donc, c'est très sympa aussi. Pareil, Dominique, vous qui avez fait du sport, donc plutôt en équipe, parce que vous êtes une ancienne handballeuse. Mon truc, c'est l'équipe. Moi, c'est jamais. Non, moi, j'aurais pas idée de créer. Alors, je suis cofondatrice là de Mix City, mais je ne l'aurais pas fait toute seule en tout cas. Et c'est parce qu'effectivement, c'est une histoire de rencontre, d'adhésion au projet, aux idées, parce que quand on se lance à vouloir faire une plateforme sur la diversité et l'inclusion, il vaut mieux être bien d'accord sur les valeurs et sur le fond quand même. Et puis, parce que je crois fondamentalement qu'on est beaucoup plus intelligents ensemble, ce que vient de dire Philippine. Effectivement, on n'a pas toutes les solutions en tête, on n'a pas... Et ce qui fait justement, c'est la mixité. Nous, on est 3 en fait. Il y a deux femmes et un homme. On est déjà en multigénération et aussi en mixité de genre. Et moi, je vois déjà à travers cette expérience ce que chacun apporte. Et c'est pas une idée, quoi. C'est une réalité. C'est-à-dire que l'homme ne raisonne pas comme moi et moi je raisonne pas comme lui. Mais en fait, on se rend compte quelle richesse c'est d'avoir chacun apporte son morceau de compétence, quoi. C'est comme un gâteau et chacun apporte sa part du gâteau en termes de compétences, de ressenti, d'envie. Donc ça, c'est très important. Oui. Et c'était important que ce soit mixte aussi. Donc jusqu'à présent, partir avec une idée, avec une envie, quel que soit l'âge, on s'en fiche. Il faut avoir finalement le point de départ, et vous avez chacune un point de départ, mais qui est logique. Être en équipe, ça peut être bien aussi, être avec quelqu'un. Quand on entreprend, on a aussi donc une idée. Très souvent, on est un peu seul à y croire, seul ou avec effectivement un petit cercle qui y croit. Comment on gère les autres ? Comment on gère les gens qui... Genre, vous êtes en grand groupe, genre, mais t'es sûr que tu veux y aller ? Mais franchement, t'es pas bien là ? Ou inversement, t'as raison, vas-y, c'est super. Moi, j'y vais pas, mais ce serait super d'y aller. Il y a beaucoup ça, en fait. Il y a beaucoup... En fait, globalement, les gens on projette tous les uns sur les autres. Donc, vous dites, je vais peut-être me lancer. Effectivement, il y a deux réactions. Il y a t'es dingue. Et donc là, la personne vous projette ses peurs. Ou il y a t'as raison. Et là, la personne vous projette ses envies. Dans les deux cas, c'est pas un bon conseil, en fait. Donc moi, si j'ai appris un truc, c'est que pendant les 2 premières années, je suis beaucoup allée chercher des conseils chez mes anciens pairs, qui donc sont eux toujours dirigeants. Et ça, c'était une mauvaise idée. Et ils m'ont donné plutôt des mauvais conseils. Et d'ailleurs, il faut assumer tout ça. Et donc, j'ai fait des mauvais choix. Et après, je pense qu'une entreprise, c'est la façon dont on assume ses choix et on corrige ses erreurs. C'est-à-dire, il n'y a pas de chemin parfait. Il n'y a pas... moi, je découvre entre la première idée qu'on a au début et puis comment on avance, comment on tricote l'idée, comment... C'est vraiment une question de tous les jours se dire je remets en cause, j'assume mes bêtises et puis je recommence. Et donc, moi, aujourd'hui, je vais beaucoup plus chercher des avis et des conseils chez d'autres personnes qui ont créé des entreprises. Quel que soit leur âge, ça m'est égal. Quel que soit leur secteur, ça m'est égal, mais qui vont beaucoup plus vite comprendre les galères que moi, je peux vivre. Et la galère essentielle que je trouve, alors moi, à mon niveau, c'est que je travaille avec des entreprises, donc beaucoup de grands comptes. Et la pire des galères, c'est le temps qu'ils mettent à bouger. Je ne dis même pas le temps qu'ils mettent à prendre une décision. Ça serait le temps qu'ils mettent à bouger. C'est-à-dire le temps qu'ils mettent à ouvrir un mail. Là, nous, on a un grand compte qui nous a donné un accord en juillet 2019. Et on n'arrive pas à avoir la première réunion de travail. On est en février. Non, mais ça, je le dis parce qu'on sous-estime tous le temps que ça prend, en fait. Et ça peut être hyper flippant. Et donc, il faut vraiment se dire ça. Et donc, quand j'en parlais autour de moi, mes anciens pairs me disaient « Mais oui, c'est normal, c'est long ». Et en fait, maintenant que j'en discute avec des entrepreneurs, ils m'ont dit il faut diversifier et avoir des cibles grands comptes, moyens comptes et petits comptes, parce que dans les petits comptes, les décisions sont prises plus vite. Et que donc, ça va faire un flux différent d'affaires. Et donc ça, c'est vraiment des... on se voit pas bien quand on est... des fois, quand on se regarde soi-même, on se voit pas bien. Et donc, bien choisir qui va vous challenger. Il y a plein d'incubateurs, il y a plein de clubs d'entrepreneurs.
Si on cherche un associé qu'on connaît personne, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous avez des gens qui vous aident à trouver des associés, vous avez tout ce qui est les anciens élèves, les associations d'école. En fait, il ne faut vraiment pas s'arrêter à se dire je connais personne. Ou, ça se trouve en fait un associé, ça se trouve un mentor sur LinkedIn sans problème, ça se trouve avec des associations dont celle dont moi je fais partie, qui est les Digital Ladies. Il ne faut vraiment pas hésiter à demander parce que c'est très rare que les gens... Alors par contre, quand on vous demande un coup de main, c'est très rare que les gens vous disent non ou vous répondent pas. Donc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à frapper à toutes les portes. Philippine, Dominique, Maxine, sur cette question des personnes qui peuvent vous aider à faire avancer. Est-ce que vous rejoignez cette question du réseau, des personnes qui sont autour de vous? Il faut surtout pas écouter les anciens, vos anciens collègues qui ne sont pas forcément de meilleurs conseils parce que pas à votre place. Alors, dans le cas de Philippine, c'est un peu particulier parce qu'il n'y avait pas d'anciens collègues. Voilà. Non, j'avais pas d'anciens collègues, mais par contre, j'avais ma première mentor, qui est maintenant devenue une amie, c'est ma prof d'éco, et qui m'a énormément aidée parce que passer d'une entreprise fictive à une vraie start-up, d'un point de vue administratif, d'un point de vue des clients, d'un point de vue de tous les points de vue, en fait, c'est complètement différent. Donc, elle avait déjà créé une entreprise par le passé. Elle est ensuite devenue prof d'éco, et je trouve ça d'ailleurs génial que des profs puissent passer du public au privé et de l'enseignement à une start-up. Et donc, elle m'a été d'une aide absolument incroyable. Et puis ensuite, j'ai été un petit peu médiatisée, un petit peu beaucoup même, sans doute un peu trop. Et donc, en fait, ce réseau-là m'a énormément aidée parce que j'ai pu, malgré mon âge, rencontrer des gens comme toutes les personnes qui sont là sur cette table ronde, qui sont des gens absolument incroyables et à qui vous devriez parler, et qui m'ont donné des conseils nécessaires, je crois, et moi je les écoute tous, bien qu'ils soient parfois très différents, mais parce que ça m'aide énormément, et parce que encore aujourd'hui, avec mon âge, avec mon manque d'expérience sur certains sujets et tout, j'en ai besoin. Et je crois que si je les avais pas eus, je serais peut-être pas assise ici. Donc voilà. Et moi, je pense que ce qui est absolument le facteur crucial, c'est que personne n'a raison, en fait. C'est-à-dire que, et on se trompe tout le temps. Il faut vraiment se dire, personne n'a raison, mais tout le monde a une partie de la vérité. Donc, il faut parler beaucoup, il faut écouter beaucoup, il faut savoir trier. Il faut expérimenter, il faut se planter, et puis après, il faut refaire. Et je pense que, et ça, c'est quelque chose d'assez culturel. Enfin, moi, je suis anglaise, mais j'ai été pas mal aux États-Unis, et quand on écoute les Américains dans l'ordre, c'est juste rien à voir avec l'Europe, et particulièrement en France, c'est que les Américains, ils naissent, ils sont businessmen. Enfin, ils sont 2 ans, ils sont businessmen. C'est-à-dire qu'ils sont nés pour pitcher, ils sont nés pour se ridiculiser. C'est ce qu'on dirait en France ou en Angleterre. Mais ils ne sont pas ridicules du tout parce que culturellement, ils y vont et ils foncent, ils vendent. Et puis après, ils se plantent. Et au bout de manière générale, ils ont tous créé au moins 7 boîtes qui se sont plantées. Ils en sont très fiers. Et je pense que c'est un facteur clé de la réussite. C'est un peu les cicatrices qui montrent qu'on a fait du terrain, voilà, on a vécu. C'est comme un boxeur qui a déjà fait 20 batailles. On a beaucoup plus peur que lui, même s'il a perdu 19, que celui qui monte pour la première fois sur un ring. Et je pense que c'est ça un peu... c'est comme la vie, hein, ce que tu disais. C'est-à-dire que créer une boîte... Et n'est rien d'autre que essayer de faire son mieux dans la vie. On se plante plein de fois. Enfin voilà, y a des gens qui divorcent. C'est pas un échec. C'est juste que c'était pas la bonne personne la première fois. Et je pense que ça c'est quelque chose. Donc du coup il faut parler. Et on dit souvent, les gens qui ont une idée d'une boîte, ils disent je parle avec personne parce qu'on va me le piquer. Et ça c'est un truc que j'ai appris aux États-Unis. Ils ont dit parle avec tout le monde parce que si ton idée est bonne, quelqu'un d'autre l'a déjà eue. Si elle est mauvaise, personne ne va te le piquer. Donc du coup, quand tu en parles, tu apprends plein de choses parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit, et surtout les potentiels clients au final, parce qu'au final, tout le monde peut devenir un potentiel client, ou ils en parlent avec quelqu'un, ou on monte sur les tables rondes, on en parle, on présente sa boîte. Moi, quand j'ai créé la boîte, 6 mois avant de la créer, je parlais et je suis devenue un experte de la blockchain dans l'alimentaire alors que je n'avais même pas créé la boîte. Seulement parce qu'il y avait personne d'autre qui faisait à l'époque. Et du coup, on est invité partout et du coup, on devient. Et quand on le devient, les gens te parlent et du coup, tu apprends plein de choses et du coup, tu le deviens. Voilà. Donc, il faut pas hésiter à oser.
il faut pas hésiter parce qu'on se plante jamais en fait. On apprend quelque chose, c'est ça. Et puis partager ses idées, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, notamment en France, il y a peut-être déjà qui le font déjà. Donc c'est la question de l'exécution qui entre en jeu et pas forcément l'idée en elle-même. Voilà, Dominique, j'ai vu qu'elle voulait réagir aussi. Oui, parce que en fait, ce que j'ai entendu de Philippine, Magali et Maxine, et j'allais le dire, c'est finalement entreprendre, c'est apprendre tout le temps. En fait, c'est ça. Si on accepte l'idée que chaque jour, ce qu'on va faire, on va apprendre quelque chose. C'est pour ça que c'est excitant. C'est pour ça qu'il y a tellement de gens qui ont envie d'entreprendre. Alors, bien sûr que dans un travail de salarié, vous apprenez des choses. Mais vous n'êtes pas tout à fait obligé. Vous avez toujours quand même un temps. Là, vous n'avez pas le temps. Quand vous entreprenez, vous n'avez pas le temps de ne pas apprendre. Tous les jours, chaque expérience va vous apprendre quelque chose. Et je trouve que le témoignage de Magali aussi, je l'entends quand elle parle aussi, je me suis associée, ça n'a pas marché, mais je pense qu'elle a aussi beaucoup appris finalement de cette expérience et que le verbe apprendre va bien avec entreprendre. Alors on est déjà à la moitié du chemin. Et donc, oui, ça va vite. Hein. C'est la preuve qu'on ne s'ennuie pas. Et comme je vous l'avais dit, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais. Enfin, il y aura un autre moment, mais on va prendre un moment maintenant. Est-ce que quelqu'un aurait envie de poser une question à mes quatre invités? Allez, on commence. Et je vous envoie le micro, vous inquiétez pas, il est en mousse, tout va bien. Je vous le jette. Alors déjà, il faut l'attraper le micro. Et après, je suis pas sûre que ça marche. Si, ça marche. D'accord, ok. Bon, ça y est, je l'ai. Alors, ma question, c'est si demain, vous devez recommencer, ce serait quoi les 3 premières actions que vous ferez? Alors, il y a un truc que je referai de la même façon. Je prendrai du temps pour choisir mon expert comptable. Ah, la question de l'expert comptable, oui, ça c'est bien. Moi, j'ai un super expert comptable. Il m'engueule 1 fois sur 2 quand je vais le voir. C'est très bien. Et ça, j'ai pris un peu de temps. Je le paye un peu cher. Et alors, vraiment, ça vaut la peine. C'est un truc sur lequel il ne faut pas économiser. Et c'est bien choisi. Et c'est bien écouté. Alors, ce qu'on disait, c'est pas hésiter à partager ses idées, ses livres. Moi, je lui parle de tout. Et des fois, il me dit, non, mais là vous déconnez, Magali. Et d'ailleurs, des fois, je ne suis pas d'accord. Mais donc, ça, c'est la première chose, c'est l'expert comptable. La deuxième chose, moi, je me suis plantée sur ma première plateforme. Je l'ai jetée intégralement, en fait. Alors, moi, j'étais pas du tout tech. Alors après, la question est compliquée parce que si c'était à refaire, je serais la même. Ou alors, si c'était à refaire avec l'expérience que j'ai. Alors, si c'était à refaire avec l'expérience que j'ai, je partirais pas du tout sur la technologie sur laquelle je suis partie. Et je partirais avec des développeurs et pas avec des plateformes déjà embarquées. Mais si je repartais sans avoir cette expérience-là, j'avais pas d'autre façon de faire le chemin puisque je suis devenue tech avec un peu de temps, mais au début, je l'étais pas tant que ça. Mais en tout cas, sur le choix technologique, je pense que je prendrais le temps, par exemple, de venir ici et de ne pas demander leur avis qu'à des vieux. Et c'est moi qui utilise le terme parce que ce qu'ils m'ont préconisé, c'est des vieilles technos. Et donc maintenant, mes développeurs, ils ont plutôt 25 ans et ils sont plutôt sur des nouvelles technos. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sur les choix technologiques, je pense que je prendrais là peut-être un petit peu plus de temps. Et la troisième chose, c'est que je me préparerais beaucoup plus à l'idée que c'est un marathon. Et ce n'est pas un sprint. Et donc, on parle tout le temps de l'ascenseur émotionnel. Et moi, je considère, pour moi, que cet ascenseur émotionnel, il est beaucoup lié à mon impatience. Un business plan, à 1 an, tout ça. Et en fait, c'est super long. Enfin, alors, pour moi, c'est très, très long. C'est-à-dire qu'il faut compter au moins 3 ans, je pense, pour considérer qu'on a vraiment un produit, un marché, qu'on pitch, c'est hyper fluide. La première fois qu'on vous dit de pitcher en 3 minutes, je peux vous dire que c'est quelques heures de boulot. Et mon premier pitch, il était mauvais. Et aujourd'hui, je réfléchis plus en pitch. Vous me demandez de présenter Lily, c'est bon, quoi, ça va. Ça fait 3 ans que je bouffe Lily matin, midi et soir, donc heureusement, je suis capable d'en parler. Et cette notion de temps, et donc de se préparer à un marathon, de se dire qu'il faut prendre des vacances, il ne faut pas travailler 7 jours sur 7, qu'il faut faire du sport, que voilà, on est parti pour un moment et que la meilleure arme qu'on ait, c'est quand même son corps et son mental. Ça, c'est hyper important. 3 choses, oui. Est-ce que vous avez 3 choses? Ou peut-être moins, hein, c'est pas grave. Mais si la question, c'est si vous deviez refaire quelque chose, à l'aune de votre expérience aujourd'hui, qu'est-ce que vous referiez? Est-ce que vous modifieriez peut-être? Moi, je pense qu'on ne refait jamais. Enfin, j'entends la question, mais ça n'a pas vraiment de sens parce qu'on ne peut pas refaire. On est ce que disait Magali, on est ce qu'on est. Et non, moi, aujourd'hui, j'ai ni remords ni regrets. On avance et j'en suis très contente. Voilà. Et on fait des erreurs, mais on les corrige, on s'améliore, mais on ne peut pas refaire quelque chose. Enfin, je crois, moi, je veux dire, si c'est 1 an après, pendant 1 an, vous avez vécu, vous êtes quelqu'un de différent. Au bout d'1 an, vous êtes déjà quelqu'un de différent, une expérience différente.
Et vous ne pouvez pas refaire, vous ne pouvez pas effacer ce que vous avez fait. Donc, non, je ne refais pas, j'avance. Moi, je dirais juste que c'est pas tout à fait la réponse à la question, mais je dirais que moi, personnellement, si j'ai créé cette boîte et avec un associé, moi, je créerais jamais, personnellement, je serais incapable de le créer tout seul. Pour la simple raison que je pense que je deviendrais totalement dingue. Parce que se poser les questions et devoir y répondre, je pense que je deviendrais totalement... C'est clair que la Christiane Espresso, elle ne répond pas vraiment aux questions quand on lui parle. Oui, c'est ça. Du coup, pour moi, c'est certain que je créerais avec quelqu'un, une autre personne. Pour le mental, pour également pour la zénitude, parce que sinon on panique. Si on est tout seul, parce qu'on doit faire face à des VC qui, voilà, on doit être l'expert de levée de fonds, on doit être l'expert de ressources humaines, on doit être l'expert de la tech, on doit être expert de clients, enfin, on doit être expert de beaucoup trop de choses, c'est pas possible. Sauf si on est, enfin, moi, je n'en serais pas capable. Et du coup, je suis assez bon maintenant en tous ces trucs-là, parce que forcément, j'étais obligée de l'être. Mais au début, je ne connaissais rien. Enfin, je ne connaissais aucun de ces points-là. Et à deux, du coup, après, on devient expert 2 fois plus vite, je trouve. Est-ce que Philippine, il y a un point à apporter, un complément? Oui, mais moi, je crois que si je devais le refaire, parce que souvent, on me dit dans des conférences ou dans des interviews, on me dit, mais qu'est-ce qui t'a appris de monter ta boîte à 15 ans? Mais t'es ouf ou quoi? Et j'ai dit, mais en fait, j'ai pas choisi de monter ma boîte. Enfin, si, bien sûr, je l'ai choisi, mais ça m'est tombé comme ça là-dessus. Je suis tombée sur ces cours d'entrepreneuriat où il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas d'appréciation, il n'y avait pas de conseil de classe, etc. Donc c'était un cours complètement innovant et j'ai trouvé ça dingue, où les élèves avaient carte blanche, qu'on pouvait venir ou pas en cours. On pouvait décider du projet sur lequel on voulait bosser. Et j'avais trouvé ça génial et je me suis dit que si c'était à refaire, bien sûr que je choisirais ce cours. Et si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit que j'allais arrêter mes études jusqu'au bac, et même encore maintenant, je finis dans 3 semaines, j'ai vraiment hâte. Mais chaque année, je me suis dit, je vais arrêter parce que je vais me consacrer à ma boîte. Et heureusement que je ne l'ai pas fait parce que ça m'a énormément apporté de faire mes études et ma boîte. Alors, ça m'a coûté d'un point de vue social, d'un point de vue santé, d'un point de vue tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai gagné en maturité, j'ai appris plein de métiers. Donc, si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. La seule chose que je changerais, c'est que j'ai été, je pense, beaucoup trop... parce que c'est ma nature. Je fais énormément confiance aux gens, sans parfois les connaître. Et encore plus quand j'avais 15 ans, quand j'ai commencé. Quand j'ai créé le premier prototype de mon application, j'ai contacté une entreprise de développement qui m'avait été recommandée par le directeur d'Apple Europe qui m'avait contacté. Bref, il m'avait envoyé une liste de 500 entreprises qui font du développement informatique en France. J'avais la flemme de tout regarder, donc j'ai pris celle qui avait le nom le plus sympa, je les ai contactées. Et en fait, je me suis rendu compte 5 ans après, parce que j'ai travaillé avec eux pendant 5 ans, qu'ils m'avaient complètement roulé. D'un point de vue financier, d'un point de vue de l'application, du code, etc. Et que tout ce qu'ils avaient réalisé n'était pas exploitable. Et ça, sans doute, ils l'ont fait parce qu'ils savaient que j'avais investi toutes mes économies de babysitting depuis des années là-dedans. Alors, c'était pas grand-chose, et que j'étais jeune et que du coup, j'y connaissais rien. Et donc voilà. Donc, si c'était à refaire, je prendrais effectivement conseil avec des gens plus âgés ou des gens comme vous qui connaissaient le sujet pour le refaire. On va reprendre une autre question en quelques instants dans la salle, mais on va rester sur vous quelques instants. Philippine, parce que vous avez parlé d'économie de babysitting, et donc j'en viens à la question du financement. Parce que justement, quand on entreprend, quand on se lance, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Justement, la question c'est comment... Chacune de vous, comment avez-vous abordé le sujet? Avec quoi êtes-vous parti? Et comment avez-vous fait pour entreprendre? Parce que très souvent, c'est la crainte qu'on a, parce qu'on a 3 enfants, parce qu'on a peur d'un certain confort qu'on peut avoir et on se dit, là, je vais peut-être le perdre, ou plein d'autres choses. Comment vous avez géré ça? Bien sûr. Alors moi, c'était très compliqué parce que j'avais pas de salaire à l'époque. Évidemment, j'avais 15 ans, j'étais encore à l'école. Mais je donnais beaucoup de cours particuliers à des enfants, je faisais beaucoup de babysitting, etc. Et j'ai tendance à être très proche de mes sous. C'est pas forcément un truc très positif, mais en tout cas, j'ai économisé depuis mes 3 ans. Et donc, j'avais quelques économies, et donc j'ai tout mis dans le développement de la première version de l'application.
Et ensuite, je suis allée chercher des fonds, sauf que je me suis très vite rendu compte que j'allais jamais y arriver, parce que j'étais une femme, parce que j'étais mineure, parce que je faisais encore mes études, parce que je sortais de filière littéraire. Et ces 4 trucs, à chaque fois, quand j'allais voir des fonds, des investisseurs, des business angels, à chaque fois, j'étais retoquée là-dessus. Et un autre truc qui m'a beaucoup touchée, et pourquoi j'ai abandonné, malheureusement, c'est qu'à chaque fois que je passais devant des comités d'investissement, devant des banques, devant des prêts d'honneur, etc., à chaque fois, j'étais la seule femme ou l'une des seules femmes. Et donc, ce qui veut dire que tous les investisseurs autour de la table, c'était des hommes qui avaient majoritairement au-dessus de 50 ans, cheveux grisonnants, blouses blanches. Alors, j'ai rien contre les hommes de 50 ans qui ont des cheveux gris et qui ont des blouses blanches, mais c'était hyper impressionnant. Non, elle est noire, la vôtre, ça va. J'ai pas 50 ans, pas poussé quand même. Et du coup, j'étais hyper impressionnée. Et puis, je me suis dit, mais c'est pas normal. Au XXIe siècle, pour moi, la définition de lever des fonds, d'être une femme entrepreneur, même si à l'époque, je le considérais pas comme ça, c'était très compliqué. Donc, je n'ai pas réussi à lever de fonds via des banques, via des prêts d'honneur. Donc là, il y a la solution que beaucoup de boîtes, enfin beaucoup, que quelques startups utilisent. Le financement participatif. Voilà, et donc ça marche. Et ça marche. Nous, on a levé 60 000 € sur KissKissBankBank, qui est la plateforme française de financement participatif. Et en fait, on avait fait un petit milestone, en fait, un vrai... j'ai perdu le mot en français à force de... Une étape, un jalon. Exactement, merci. Parce que, en fait, on était la première entreprise qui a levé autant d'argent sur un site de financement participatif en France sans faire de précommande. Parce que nous, en fait, nos clients, c'était des écoles et pas du grand public. Et donc, on a eu des noms, etc., dont certains dans la salle, je sais que vous avez participé, encore merci. Et donc, mais sans ça, effectivement, sans ça, il n'y aurait pas eu New School, il n'y aurait pas eu toute cette aventure. Et c'est triste à dire, parce que quand on est une femme et qu'on a un parcours un petit peu en dehors des clous, atypique, c'est compliqué. Côté financement, alors justement Magali. Bon, alors moi, l'intérêt d'avoir 50 ans, c'est que le babysitting, c'est loin derrière moi, que j'avais des économies qui venaient d'ailleurs que le babysitting. Et donc, en fait, moi, j'ai choisi de ne pas lever de fonds dans l'immédiat et de ne pas faire entrer d'investisseurs puisque je savais ce que je quittais et que, quitte à renoncer à la sécurité financière, je voulais pouvoir faire mes choix et pas être forcément dans une logique de finance ou de rentabilité à court terme. Donc, j'ai mis de l'argent perso. Lily dépense tout ce qui rentre dans l'immédiat parce qu'on réinvestit beaucoup dans l'outil. On a fait nos premiers recrutements. Et je pense que sur l'année 2020, je vais faire encore comme ça. Et si vraiment, à un moment donné, j'envisage de faire entrer un investisseur, ce sera parce que j'ai vraiment une volonté de me développer sur des pays en Europe. Mais en restant sur la France, le business model ne m'oblige pas du tout à lever des fonds. Et c'est vraiment volontaire de ma part. C'est-à-dire que quitter le monde de la grande entreprise pour basculer à nouveau devant des comités où ils ont tous 50 ans, c'est tous des mecs qui sont tous blancs, ouais, autant que je garde mon salaire, quoi. Donc, pas pour l'instant. C'est terrifiant, les hommes blancs, qu'est-ce qu'ils prennent en ce moment. C'est terrifiant. Donc, nous, on est 3 associés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, ça aussi, je veux dire, faut aussi comprendre que finalement, c'est notre argent aussi. Donc, ça, c'est toujours intéressant à entendre et à comprendre. C'est qu'on a toujours l'impression que c'est toujours un peu miraculeux d'entreprendre, de s'appeler start-up ou entreprise. J'entends bien ce que disait Magali. Nous, on a fait le pari de mettre notre argent parce qu'on y croit. Donc voilà, alors la levée de fonds, on en parle aussi parce que si on n'a pas assez vite de clients, ça devient difficile. Donc là aussi, c'est tous les jours, on se pose la question qu'il faut avancer. Quand je disais, je ne sais pas si on refait des choses, mais en tout cas, on avance. Et tous les jours, on se dit, est-ce qu'on va avoir des nouveaux clients, comment les convaincre et comment avancer. Donc oui, la levée de fonds, j'entends aussi les arguments. Aujourd'hui, il y a un peu un progrès, il faut quand même le dire, c'est que beaucoup de fonds regardent maintenant s'il y a des équipes mixtes. Alors, pas juste pour et aussi s'il y a des femmes à la tête aussi. Alors, c'est pas pour le plaisir ni par philanthropie, c'est qu'ils se rendent compte que ça marche mieux. Donc, tant qu'à faire, allons-y, quoi. Espoir, toujours. Maxime. Et moi, j'ai fait le choix de lever des fonds assez tôt. Enfin, c'était plutôt l'objectif de l'entreprise. On avait un objectif qui était très ambitieux et du coup, on est obligé de lever des fonds. On a mis notre argent quand même. Enfin, on a mis pas mal d'argent parce que, étant pas si jeune que ça, on avait des économies. Donc, on a tout mis dedans, moi et mon associé. Ce qui engage
ma famille, ce qui engage sa famille, voilà. Et ensuite, on est parti sur le parcours non-stop, lever fonds, parce que après, on fait beaucoup de, voilà, ça prend beaucoup de temps. On vient de clôturer un levée, donc on est très content. Enfin, c'est le deuxième levée, et là, on a levé 4 millions en tout. Enfin, c'est 1 million plus 1 million, et puis là, on vient de rentrer 2,5 millions. Et il n'y a que les hommes blancs de 50 ans en face de moi, en fait. Donc, du coup, voilà. J'ai rencontré les femmes, mais c'est des analystes qui sont le premier rendez-vous analystes. Et après, on passe... Voilà. Moi, je n'ai rien contre les hommes blancs plus de 50 ans, mais c'est juste que c'est vrai qu'il n'y a que ça, en fait. Et, mais après... Voilà, exactement. Exactement. Et, oui, voilà. Non, voilà, c'est ça. Non, après, il y a tout un langage, c'est tout un monde, en fait. Il faut juste apprendre le langage, le jargon, c'est... voilà, il faut des... voilà, exactement. Il faut juste rentrer là-dedans. On apprend le langage, on le fait et on raconte ce qu'ils ont envie d'entendre. Et c'est comme tout, c'est-à-dire que c'est du storytelling. Et nous tous, je pense qu'on est pareil. C'est quand on va acheter quelque chose, parce qu'eux, ils achètent une société, en fait. Ils achètent un placement. Ils veulent du rêve. Voilà. Et je pense que c'est normal. Donc, du coup, le storytelling est vachement important. C'est qu'est-ce que je vais faire pour changer le monde. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'on a créé la boîte. On crée une boîte aussi pour dire, bon, on ne change pas vraiment le monde, mais on change le monde à notre niveau. Enfin, on fait quelque chose de significatif. Et tous les jours, ben voilà, on raconte ça. Et quand on fait ça, et moi, je dirais la deuxième chose, il y a le storytelling. Deuxième chose, parce que ce qui est important, c'est la valorisation. C'est-à-dire qu'on vend quelque chose, on donne une part de son entreprise et on a besoin de l'argent. Donc, si on a besoin d'1 million et la société vaut 1 million, ben, on ne peut pas donner 100% de la boîte. Donc, du coup, il faut que ça vaut 10 millions. Donc, du coup, il faut qu'on raconte quelque chose à hauteur de 10 millions. Donc, voilà, c'est tout un système, en fait. Et si on a de la chance d'avoir les gens qui y croient, ben, sa boîte vaut 10 millions. Si on n'a pas la chance... voilà, donc, du coup, moi, j'ai appris un truc un peu hallucinant qui est ça, le système financier, qui est, on peut lever des sommes importantes, on peut avoir une boîte qui vaut beaucoup, et c'est pas forcément parce que ta boîte est meilleure que les autres, c'est parce que tu es meilleur en storytelling. Et ça, encore une fois, je suis pas américaine, donc, mais les Américains nous ont appris ça, en fait. En clair, si on veut vendre une BMW, il faut que l'histoire ressemble à une voilà, BMW. Exactement. Alors, on va prendre une autre question de la salle, justement. Est-ce qu'il y a quelqu'une qui a une question? Le micro cube est juste là. Oui, là-bas au fond. Allez-y, jetez-le. Oui, ici. Tu vises? Hop là. C'est de la mousse, ça va. Oui, alors bon, je peux parler? Oui, allez-y, on En vous entend. fait, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut absolument, une des personnes qui sont entrepreneurs, il faut absolument un expert comptable ou un comptable suffit largement? Parce que j'ai une personne dans ma famille qui est comptable seulement. Mais il faut absolument un expert comptable ou... Bon, alors c'est le moment où on va apprendre. Moi, ma réponse va être sûrement complétée par mes voisines. De mon point de vue, ils font pas le même job. Donc le comptable est vraiment plutôt sur la partie écriture comptable et le journal, mais après ça dépend de son expérience. Le truc, c'est que on n'a pas besoin d'un expert comptable. Moi, j'ai trouvé un expert comptable qui est vraiment quelqu'un qui a une vision des montages financiers, des contrats d'association. Heureusement, il m'avait fait signer un contrat d'association qui était bien fait. Et donc, quand mon associé m'a dit, au fait, je pars et puis j'aimerais bien que tu me rachètes plus cher que ce que j'avais mis, je me dis, bah, là, ça va être compliqué. Et j'avais un contrat qui était bien fait. Donc, en fait, c'est comme tout, c'est un métier. Mais maintenant, si vous avez un comptable qui connaît ça, c'est pas le mot expert qui va faire la qualité, c'est la qualité de la personne. Donc, et après, sur l'obligation, alors c'est là où vous voyez, je suis quand même une entrepreneure assez récente. On est obligé d'avoir un expert comptable? Oui, je pense. Oui. On n'est pas obligé d'avoir un commissaire aux comptes, mais un expert comptable, oui. Moi, je suis tellement nulle en maths que je suis obligée d'avoir quelqu'un qui gère mes finances. Non, il faut quelqu'un pour ne serait-ce que pour valider les Non. les comptes. Non. Il faut une validation de compte chaque année, donc il vous faut quelqu'un qui valide ça et qui soit assermenté pour ça, on va dire. Mais pour répondre, alors si vous avez un comptable dans votre environnement, ça va vous faire des économies parce que l'expert comptable, vous le payez pour faire la compta et pour donner des conseils. Et en fait, les conseils sont plus attachés à la validation des comptes, c'est le moment où il livre le bilan et le compte de résultat. Moi, j'ai tout externalisé parce que j'ai considéré que passer du temps à traiter des factures, c'était pour moi du temps qui n'était pas efficace. Mais toute cette partie-là, par contre, peut être faite par un comptable.
et qui va transférer la comptabilité toute faite, tout nickel à un expert comptable pour qu'il valide et qu'il fasse le bilan et le compte de résultat, et ça vous coûtera moins cher. Et sinon, j'ai aussi une autre petite question. Qu'est-ce que vous pensez de la Love Money? Parce que j'ai suivi quelques cours d'entrepreneuriat et voilà, alors, de votre expérience. Moi, je ne l'ai pas fait, mais parce que je pense qu'il y avait chez moi, c'est peut-être encore un manque de confiance dans ma capacité d'entrepreneur. Donc pour moi, l'inconvénient de la Love Money, c'est que si je me plantais, vous voyez, je le mets au passé, donc j'ai bien progressé déjà. Si je me plantais avec l'argent d'amis. Et je trouvais que voilà, ça pouvait générer des conflits, voire pour eux représenter des montants qui leur auraient vraiment manqué. Et donc l'intuition que ça allait mettre une pression aussi que je n'avais pas forcément envie d'avoir. En fait, j'ai fait le choix de ne pas lever et de partir avec mon argent parce que si je le perds, je m'en prends qu'à moi et c'est mon sujet. Mais ça, c'est vraiment très personnel en fait. Donc moi, j'ai des amis qui ont récupéré pas mal de Love Money et qui le vivent bien. Et puis, j'ai un ami qui est un business angel qui a dû mettre 500 000 dans sa boîte. Et il dit, depuis qu'il a mis les 500 000, je ne dors plus. Parce que là où je gérais mon risque, maintenant, l'idée que c'est lui qui en prend un, ça m'ennuie. Donc, c'est un truc assez individuel, je pense. Une autre question, parce qu'il nous reste 8 minutes. Donc, on va essayer d'en prendre plein. Comme ça, on va échanger là-bas au fond. Si vous voulez bien passer le micro. Alors, c'est intéressant parce que cette personne a hésité sur le mot entrepreneur. Je vous ai posé la question à toutes les quatre. Je vous ai dit entrepreneur avec un E ou sans E? Et vous m'avez toutes répondu entrepreneur-re. Là, ils n'ont pas mis de E. Là. Alors, il n'y en a pas, effectivement. Mais excepté. Alors, entrepreneur-re, vous m'avez dit toutes les trois, je dis, parce que Maxine m'a dit entrepreneur, parce que. Voilà, et parce qu'en fait, en anglais, on s'en fiche. C'est ça aussi. Donc, voilà. Donc, j'ai du mal avec le et le la. Moi, je mélange tout. Donc. Voilà, et puis depuis que le mot entrepreneur est passé dans la langue anglaise et américaine. En anglais, on dit entrepreneur. Voilà. C'est tellement stylé. Une autre question. Yes. Pour un projet ambitieux, quel est le meilleur endroit pour lever des fonds? Pour un projet ambitieux, donc un projet qui a besoin de fonds, qui a besoin de pas mal de fonds, c'est ça? Oui. La meilleure façon, c'est ça, les meilleurs gens. Le meilleur réalisateur. Moi, je dirais que on est obligé à un moment donné de passer par les venture capitalists, les VC. Et on dit toujours dans VC, il y a vice. Donc, du coup, il faut juste être très conscient que quand on s'y lance, on est vicé après. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut livrer, il faut délivrer. Mais donc, du coup, pour lever des fonds, c'est des venture capitalists et il y a le mot venture dedans. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à risquer. C'est extrêmement risqué de mettre de l'argent dans une start-up. 80% de faillite. Donc, du coup, ça veut dire que les 20% qui restent, il faut qu'ils crachent. Donc, du coup, quand on lève avec des VC, il faut assumer qu'on va être sous pression. Et après, il y a plein de différents types de VC. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont d'anciens entrepreneurs qui disent « je sais ce que c'est et je suis côté de l'entrepreneur ». Après, il y a des gens qui sont juste là pour faire de l'argent très vite. C'est pas la même chose. Et entre les deux, je dirais qu'il y a des business angels. Et moi, j'ai passé par les business angels qui sont des individus qui ont pas mal d'argent. C'est des gens qui mettent peut-être des sommes relativement importantes, mais c'est leur argent aussi. Donc, et eux, ils misent. Oui, ils misent, pardon. Xavier, si tu nous entends, par exemple. Oui, c'est ça, oui, exactement. Des Javiniel ou des. Voilà. Et après, il y en a plein qui sont entrepreneurs, qui étaient entrepreneurs, qui ont vendu leur boîte et après qui investissent dans des boîtes. Et après, cette nuit, j'avais une petite insomnie d'entrepreneur et j'ai écouté un podcast. Ça doit être le podcast des Échos où ils interviewaient un des fondateurs de The Family. Et donc. Moi, j'aurais tendance à dire, pour un projet ambitieux et avec une volonté de lever beaucoup, je poserais mon dossier chez The Family. Parce que je pense que... Oui, c'est ça. C'est son podcast. Parce que je trouve ce qu'il dit intéressant, que Nicolas Collin aussi est un type dont moi je suis les newsletters qui est hyper intéressant. Ils accompagnent parfois des très jeunes start-upers. Et je pense qu'ils ont vraiment un écosystème qui peut avoir un effet accélérateur. Après, la contrepartie, c'est qu'ils prennent tout de suite une part au capital. 5%. Comment ? 5%.
Non, c'est passé à 10 dans le podcast cette nuit. Ah, c'est 10. Cette nuit, c'était 10. Après, je me suis rendormie, mais ça, je suis sûre de l'avoir entendu. Mais bon, après moi, je dis toujours, il vaut mieux avoir un bout de quelque chose qui vaut quelque chose que 100% d'un truc qui vaut rien. Hein. Enfin, donc, ça, c'est... Et puis, ça, il faut se le dire tout le temps. Il vaut mieux bien payer un commercial qui ramène du business que de sous-payer des gens qui ne vous ramènent pas de business. Il vaut mieux donner des coms à des commerciaux plutôt que d'essayer de faire des économies de bout de chandelle et que ça ne produise rien. Donc, voilà, je veux dire, il vous reste 90% d'une idée avec du potentiel, c'est bien aussi. Hein. Oussama et Nicolas qui sont associés à une femme, Alice Zaguri, justement. Une autre question. Alors, on y va. Alors, il faut envoyer le micro loin. Donc, allez-y. Vous pouvez le faire. Vous faites-le passer à plusieurs personnes, si vous voulez. Attention. C'est un grand mot. Bam. Et voilà. Et en plus, il a cassé le micro. Ah, attendez. C'est que de la mousse, rassurez-vous. Voilà, super. Ça arrive. Merci. Merci. Justement, ma question, c'était pour Dominique. Vous avez dit que vous pouvez trouver des associés sur LinkedIn ou sur... Comment est-ce que vous pouvez faire confiance à des gens? C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, en fait. C'est pas vous trouver claque. Non, ça se passe. Vous faites connaissance et voilà, vous identifiez des gens. Alors, par exemple, par exemple, Sandrine Charpentier, dans un premier temps, il y a 3 ans, je l'ai rencontré via Twitter, mais je l'ai pas rencontré comme ça. C'est comme vous rencontrez quelqu'un en soirée, ça passe ou ça passe pas, et après, vous faites connaissance, vous faites un chemin. Quand je disais, moi, je pense qu'avoir le goût des autres, parce que c'est indispensable, mais c'est une histoire de rencontre. Mais oui, peu importe que ce soit un réseau social ou asocial à la limite, ou dans une rencontre sportive. Et le deuxième associé pour Mixity, c'est Jérôme Fortino. C'est vrai que parce qu'on cherchait quelqu'un qui fasse de la data éthique, et par hasard, en consultant LinkedIn, j'ai vu cet homme-là qui était à Nantes aussi, comme Sandrine. J'ai dit, tiens, justement, il est aussi là-dedans. Il a fait un brevet sur la data éthique. Donc, on s'est appelé, on s'est rencontrés, on a beaucoup échangé, mais c'est pas le réseau social par définition. Quoique, je pense quand même que Twitter est personnellement un lieu de rencontre extraordinaire. Je dis bien extraordinaire. Donc, mais c'est pas. On peut rencontrer des gens. Peut-être aujourd'hui, on va se rencontrer, on va parler après, et ça va être fantastique, quoi. C'est une question de rencontre et voilà. de réseau. Pour moi, c'est hyper important, quoi. C'est sûrement le meilleur valeur. Ce que vient de dire Dominique, c'est peut-être le meilleur conseil qu'en tout cas moi je considère on peut vous donner aujourd'hui, c'est que quand vous êtes entrepreneur. Tout à l'heure, Maxine a parlé de storytelling. Vous avez un premier truc à faire, c'est de raconter votre histoire sur vous. Et la beauté du XXIe siècle, c'est que les réseaux sociaux vous permettent de construire un personnage. Et donc, avec LinkedIn et Twitter, de construire une réalité de chef d'entreprise, de construire une histoire, de gagner de la visibilité. Et ça, je vois plein de jeunes dans la salle, commencer tout de suite. Ça vous servira toujours un jour. C'est-à-dire, moi, je considère que en tant que travailleur, on a gagné de l'indépendance et de l'employabilité parce qu'on peut exister par les réseaux sociaux. Être contacté, rencontrer des gens. Moi, c'est pas encore, je m'emballe pas non plus, mais j'ai eu des premiers rendez-vous commerciaux où les gens m'ont contacté via LinkedIn en disant on va bien vous voir. Donc ça, le jour où vous êtes, racontez votre histoire sur Twitter, sur LinkedIn, allez-y, n'ayez jamais peur de faire des bêtises. Tout s'efface, c'est pas grave, on s'en fout, c'est pas. Et ça. De construire votre storytelling dans les réseaux sociaux, ça va vous donner de la puissance. Donc pensez à 2 choses. Construisez votre storytelling par les réseaux sociaux et mettez de l'argent sur votre livret A dès le début. Oui, ça peut aider aussi. Puisqu'on parle des réseaux sociaux, on en dit beaucoup de mal. On voit bien aujourd'hui, on a l'impression que tout ce qui est moche... Surtout pour les hommes blancs actuellement, c'est difficile. Pardon ? Surtout pour les hommes blancs actuellement, sur les réseaux sociaux, c'est compliqué. Ça, par exemple, surtout quand ils sont tous ensemble en costard-cravate et qu'ils posent toujours et qu'il n'y a jamais de femmes et jamais de gens de la diversité, ça agace. Bon, ça, c'est un fait. Mais pour autant, on dit beaucoup de mal et on dit beaucoup de choses, mais ce sera toujours ce que vous en faites. Pardon, mais ça fait quand même quelques années que je suis sur Twitter en particulier. J'ai jamais ou quasiment jamais été attaqué. Si vous êtes vous-même, vous êtes calme et vous montrez ce que vous avez, vous partagez des choses qui vous passionnent, il n'y a aucune raison que vous soyez attaqué. Soyez vous-même, quoi. Ça, c'est essentiel. Quand Magali dit votre storytelling, c'est ce que vous êtes, vos passions. Et si vous partagez vos passions et que vous êtes correct avec tout le monde, il n'y a aucune raison que vous soyez attaqué. Il faut arrêter aussi de... moi, ça m'énerve un peu, évidemment. Une fois qu'on a dit les réseaux sociaux, on a l'impression qu'on a tout dit. Non, soyez vous-même et avancez. N'hésitez pas, soyez vous-même. Une dernière question. Allez, une dernière, toute dernière, juste devant. Ah, il y en avait une juste à côté. Ah, désolé, pardon. Vous pourrez prendre quelques minutes si vous avez envie d'échanger avec elle, si vous avez quelques minutes après. Bien sûr, d'accord. Ce pauvre micro, il en a pris plus la figure. Bonsoir tout le monde. Alors, ma question, je ne sais pas si ça sort du contexte ou pas, c'est vraiment un peu plus personnel. C'est pour savoir, en fait, sur le choix de l'associé.
est-ce que ça vous est arrivé de penser peut-être à entreprendre avec votre compagnon ou c'était vraiment toute seule en tant que femme? Ou autre question, c'est une question de 2 en 1. Quand, par exemple, vous voulez entreprendre avec je sais pas, avec quelqu'un et qui a de très bonnes idées, qui a bien tout ce qu'il faut, mais il n'a pas le côté financier. Parce qu'en fait, j'ai mis quand même beaucoup de sous de côté pour pouvoir entreprendre. Mais je suis trop attachée à mon argent et du coup, j'ai peur vraiment de me lancer sur le côté financier, investissement et tout ça. Donc, c'était pour savoir quel est le conseil que vous pouvez donner dans ce genre de situation. Alors, pour éviter de cramer de l'argent en payant des gens, la chose que vous pourriez faire, c'est regarder le club Génération Start-upeuse de Viviane de Beaufort. D'accord. Parce que Viviane, elle ne fait rentrer que des femmes dans son club. C'est une espèce, j'appellerais ça une écurie, c'est-à-dire c'est pas un incubateur, c'est une écurie. Donc, faut poser sa candidature. Elle est sur les réseaux sociaux. C'est une femme géniale qui donne 2000 heures, 26 heures par jour pour ça. Et l'avantage de Viviane, c'est qu'elle a regroupé tout un écosystème d'experts qui donnent du temps bénévolement. Donc, une fois qu'on est rentré dans l'écurie, on a accès à des avocats, des comptables, des experts comptables. Et parce que moi, le conseil que je donnerais, là, c'est d'avoir un tiers qui vous aide à construire votre accord votre accord entre vous et qui écrit les choses. En fait, le pacte d'associés. Oui, merci, le pacte d'associés. En fait, moi, je pense que rien n'est un problème ou rien ne doit être un obstacle si c'est ce qu'on a envie de faire. On vous l'a tous dit. Donc, vous avez envie de vous associer avec votre compagnon, pourquoi pas? Vous voyez bien qu'il peut y avoir des risques. Le pacte d'associés va être hyper important. Et là où il faut passer du temps dans un pacte d'associés, c'est qu'est-ce qui se passe si on se fâche? C'est à ça que ça sert beaucoup. Qu'est-ce qui se passe si on a un gros désaccord? Qu'est-ce qui se passe si on se fâche? Et si vous êtes celle qui emmenez de l'argent, c'est des choses qui doivent se valoriser au départ dans la répartition des actions. Et ça, il faut un tiers, parce que je pense que c'est très compliqué de négocier. On revient avec la love money, etc. Il faut un tiers. Et soit vous payez un avocat, mais c'est de l'argent dépensé, soit vous essayez de rentrer dans le club de Viviane, et vous aurez... et puis dans d'autres, dans des incubateurs, etc. Mais signez quelque chose qui a été fait avec un tiers neutre qui vous a conseillé. D'accord. On finit. Oui, non. Allez, on prend la dernière. C'est bien parce que c'est vous. Allez. Et le micro repart là-bas. Non, faites-le vous passer. J'ai très peur en fait maintenant. On prendra la dernière question, puis je vous poserai une dernière question à vous quatre. On dépassera un tout petit peu. Je suis désolé. Mais c'est tellement intéressant. Donc c'est pour ça que ce serait dommage. Allons-y. Bonjour, merci beaucoup pour ce super débat. Et du coup, il y avait... vous parliez de levée de fonds à 10 millions, faire rêver à hauteur de 10 millions. C'était pour Maxine, oui. Mais du coup, j'imagine qu'on commence à faire rêver à hauteur d'un peu moins. Oui, alors, oui, c'est un parcours. C'est sur des années, c'est l'équilibre? sur plusieurs années. Oui, c'est sur 4 ans en fait. On découpe ce rêve pour faire rêver à hauteur de peut-être 100 000 ou 500 000 et continuer à faire rêver comme ça jusqu'à... Comment on découpe les étages de la fusée en fait. Voilà. Alors, je peux raconter comment ça... Je pense que, il y avait un premier parti qui était clé, qui était après 6 mois de création de l'entreprise, on a présenté... Alors, par le hasard, on a présenté dans un réseau qui s'appelle We Like Startup, qui est un groupe de business angels. Et eux, ils ont dit que c'était trop ambitieux pour eux, parce qu'on a présenté un truc mais hyper ambitieux, alors que c'était pas encore, on n'avait rien fait encore. Et ils ont dit, c'est trop ambitieux pour nous, mais on peut vous mettre en contact avec quelqu'un que ça peut les intéresser, qui était un business angel. Et c'était Jacques Attali, en fait. Et on a présenté, lui, il a dit OK. Il a dit 100 000 euros. Combien vaut votre entreprise? Et on n'avait aucune idée. Donc, on a dit 2 millions. Il a dit d'accord. Et voilà. C'est bizarre, mais... ça peut passer, donc, manifestement, ça marche toujours. Donc, c'est étonnant à dire, mais c'est juste pour dire que... et ça valait 2 millions. Parce que, du coup, c'était 2 millions. Mais ça se trouve, ça valait plus. Enfin, peut-être qu'on aurait dû dire... C'est super compliqué de Donc, comprendre la valeur. Ça, c'est un peu une anecdote, mais je pense que ça se passe un peu comme ça aussi. Et, mais après, forcément, maintenant, c'est beaucoup plus chiffré. C'est-à-dire que et chaque fois qu'on levait des fonds, du coup, c'était combien de pourcentage on était prêt à donner
et pour combien d'argent on en avait besoin. Et forcément, ça c'est juste un calcul mathématique. Et ensuite, il faut le vendre, cette valorisation. Et on est challengé tout le temps. C'est-à-dire que les gens disent « je crois pas » et nous on dit « l'autre il croit ». Donc du coup, n'investis pas. Donc du coup, c'est beaucoup de... Oui, voilà. Et puis ensuite, exactement. C'est les clients qu'on a signés. Voilà, c'est ça, oui. C'est tout à fait. C'est-à-dire que c'est quel est le potentiel du marché, quel est le chemin pour y arriver, donc le business plan. Où est-ce qu'on en est sur le business plan? Est-ce qu'on a fait la première année? Si on ne l'a pas fait, pourquoi? Voilà. Et donc, du coup, c'est factuel. On va dire que c'est une ambition et après, les éléments factuels qui montrent qu'on est en train de le faire. Et voilà. Alors, je vais finir par juste vous demander une question. Là, des personnes vont peut-être venir vous voir dans quelques instants. C'est quoi pour vous, en 2 mots, les qualités qu'il faut pour être entrepreneur aujourd'hui? On va commencer par tout au bout, Philippine. Les 2 mots comme ça qui viennent spontanément. Créatif et ne pas avoir peur de se mouiller, je crois. Très bien. Par ces mots, ça me va très bien. C'est les 2 trucs qui me viennent, mais... Ouais. Magali? Alors moi, je dirais résilience. Il faut digérer, vous levez le matin, vous avez un super rendez-vous, c'est bon, il va vous en acheter 10 000 et puis l'après-midi, vous êtes planté sur votre plateforme et le soir, le prospect de la semaine d'avant vous dit oh, bah non, finalement, on ne va pas le faire et donc sur la journée, vous avez fait comme ça. Et donc, il y a vraiment ce sujet de gérer les hauts et les bas et quand vous êtes tombé du vélo, de remonter sur le vélo et de recommencer. Ça, c'est vraiment le truc et persévérance. Parce que c'est ce que me disait à l'oreille Dominique. Et je l'ai dit, c'est long, en fait. C'est long, gagner des clients, c'est long. Nous, on croit vachement à l'idée. Les gens, au début, vous disent, ouais, c'est hyper intéressant. Puis quand vous leur dites de vous acheter, ils disent, oh, je sais pas, faut voir, c'est un peu cher. Non, en général, ils répondent, mais j'aime beaucoup ton idée. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, ils aiment beaucoup tant qu'on les... En fait, le vrai critère, c'est pas est-ce que tu trouves ça bien, c'est est-ce que tu achètes. La question qu'il faut poser, c'est est-ce que tu achètes et combien tu payes. Et déjà, ça les engage plus. Et donc, la persévérance, c'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure en rigolant, mais je peux vous dire qu'il y a des jours, quand vous avez un go au mois de juillet sur un grand compte et que vous n'avez toujours pas la première réunion, vous n'avez donc toujours pas facturé. Voilà. Et vous faites des mails et vous relancez. Vous verriez les mails que je fais, je mets des bitmojis, je mets des pandas qui rigolent. Non, mais c'est juste voilà, pour espérer que le SMS soit ouvert. Et donc, ça, la persévérance, quoi. Parce que si vous avez pas ces 2 trucs-là, si ça vous fatigue vite, si vous vous lassez vite, faut trouver autre chose, faut aller dans la finance, mais ça c'est vraiment fondamental. Dominique. Je rejoins. Homme blanc. Décidément. Donc, non, je fais exprès. J'entends ce que dit, j'entends bien, ça me parle tellement. Les gens qui vous disent que votre projet est formidable, c'est extraordinaire, vraiment, comment ça n'existait pas avant. Et puis, ils n'ont toujours pas acheté 6 mois après. Donc ça, on l'entend. Je dis, il faut des clients, parce que la levée de fonds, ça fait beaucoup... Enfin, Startup Nation, dont je fais partie. Mais bon, ça fait beaucoup rêver. Le quotidien, il n'est pas comme ça. Hein. Il est travailler. Il y a l'abnégation, c'est-à-dire que tous les jours, il faut s'y remettre. Je rejoins ça. Et puis, tous les jours, il faut apprendre. Il faut aimer apprendre. Et puis être tout le temps curieux et avoir tout le temps envie, je pense que ça c'est indispensable. Mais tous les jours, il faut se dire, j'aime bien l'idée de la résilience de Magali. Effectivement, on passe par des états d'âme différents. On est sûr que ça va le faire. Ça y est, là, c'est bon. Ils nous ont dit, ils vont le faire. Et non. Et non. Donc, il faut du courage. Il faut du courage, vraiment beaucoup, et beaucoup travailler. Moi, je le redis. C'est comme le sport. Puis, voilà. Enfin, comme toujours dans la vie, je pense qu'il n'y a rien de magique. C'est pour ça que la levée de fonds tout à l'heure, là, ça me faisait un peu peur parce que il faut avoir ce rêve, il faut avoir de l'ambition, il faut en avoir envie, mais il faut aussi être réaliste et avoir les 2 pieds sur le sol. Maxime, pour finir. Moi, je dirais, oui, tous les jours, on a des super top nouvelles et les pires nouvelles du monde dans la même journée. Donc, du coup, c'est vraiment le roller coaster, voilà, le yo-yo. Donc, il faut relativiser, c'est-à-dire que et quand il y a un truc qui arrive et il y a beaucoup de problèmes qui arrivent dans la journée, il faut se dire qu'est-ce que j'ai appris de ce problème-là. Et parfois,
on fait des choses, on ne sait pas pourquoi. On va à un lieu, on n'a aucune raison pour y aller, ça ne sert à rien, c'est en dehors de... Et finalement, on dit, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis allée, mais en partant, je dis, je sais que j'ai retiré quelque chose. C'est soit quelqu'un qu'on rencontre, soit on a l'impression que c'est rien du tout, mais au final, 6 mois plus tard, quelqu'un t'appelle en disant, je t'ai vu à un endroit où on s'est rencontrés à un moment donné, et ça mène à quelque chose. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'énergie, je pense. C'est-à-dire qu'il faut se dire, j'y vais, même si j'ai 17 millions d'autres choses à faire. Et du coup, il faut de l'énergie, il faut voir les côtés positifs dans un problème, dans un échec. Un client qui dit non, c'est une catastrophe. Et puis finalement, on se dit, c'était mieux quand je ne bosse pas avec lui, parce qu'au final, j'ai pu bosser avec l'autre qui est 10 fois mieux. Même si sur le moment... Voilà, beaucoup d'optimisme, voilà. C'est clair. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, par exemple, Philippine, Magali, vous pouvez les applaudir. Oui, Dominique et Maxime, pour votre témoignage.